Bonjour, chères auditrices et chers auditeurs, et bienvenue à ce balado avec Madame Emmanuelle Géhin, la présidente directrice générale de Recyc Québec. Bonjour Emmanuelle et merci beaucoup d'avoir accepté de tourner ce balado avec nous. Merci beaucoup, Hélène. Merci de m'avoir invitée. Bien, merci. Donc, on commence. On a toujours plusieurs questions, puis à la fin, on a des questions qui se veulent plus ludiques. Donc, ma première question, il y a beaucoup de nos auditrices et auditeurs qui connaissent Recyc, mais il y en a sûrement d'autres qui connaissent moins le mandat de la Société d'État. Donc, est-ce possible d'expliquer qu'est-ce que c'est la mission de Recyc Québec, là, qui est surtout relative aux matières résiduelles? Effectivement, donc nous, notre mission, c'est vraiment amener le Québec à réduire, réutiliser, recycler, valoriser les matières résiduelles dans une perspective d'économie circulaire et de lutte au changement climatique. Donc ça, c'est notre mission. Puis effectivement, notre champ d'expertise sont les matières résiduelles, mais avec le temps, on a développé aussi des expertises connexes. En suivant, en fait, l'évolution de notre marché, on a évolué vers d'autres secteurs également. Oui, puis les matières résiduelles, maintenant, c'est très large, là. Alors, je pense qu'on va l'apprendre aussi en regardant tout ce que vous faites. Là, on parle d'économie circulaire, mais on parle aussi de responsabilité élargie des producteurs, de gaspillage alimentaire, etc. Alors justement, Hélène, on parle d'économie circulaire, on a ajouté ça dans notre mission parce que c'est un concept qui est de plus en plus en demande par les entreprises et elles s'y intéressent de plus en plus. Donc, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une économie où en fait, l'économie actuelle, c'est une économie linéaire où on extrait, on consomme et on jette. Et une économie circulaire, c'est on exploite, on consomme, mais on remet dans l'économie les produits, en fait, les ressources qu'on a utilisées. Donc, on diminue considérablement notre impact sur la biodiversité et évidemment sur la production de déchets. Et donc, est-ce que Recyc a mis en place des initiatives particulières en économie circulaire? En fait, oui, ça fait quand même plusieurs années qu'on s'intéresse à ce nouveau mouvement. Donc, on a des experts maintenant chez nous qui donnent des formations, qui donnent même des cours à l'université sur l'économie circulaire. On a développé aussi un événement qui se tient tous les 2 ans, qui s'appelle les Assises de l'économie circulaire, où on a un peu plus de 600 participants qui viennent en fait un peu de tous les horizons. L'année prochaine, en 2025, on va faire ça de façon plus globale. Il va y avoir des gens un peu partout des États-Unis, d'Europe pour venir à notre événement. On le fait avec une organisation canadienne. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Puis aussi, on investit dans en fait la communauté de pratique en économie circulaire. Donc, ce sont des symbioses industrielles, donc des regroupements d'industries qui vont entre elles s'échanger des matières plutôt que d'utiliser des vierges, optimiser leur logistique, etc. Donc, il y a beaucoup de gains à faire. Il y en a presque une vingtaine, 19, 20 sur le territoire. Et donc, nous, on supporte ces organisations-là pour le déploiement de l'économie circulaire au Québec. Donc, c'est notamment des projets qu'on soutient, évidemment. Ouais. Et puis, tu parles justement des projets d'économie circulaire, les entreprises qui de plus en plus intègrent ce modèle d'économie circulaire. C'est quoi le rôle de Recyc auprès des entreprises, des industries, commerces et institutions? Mais je vais continuer avec l'économie circulaire en disant qu'on finance déjà. Donc, on a des partenariats avec plusieurs organisations comme le Fonds en économie circulaire qui a été développé avec Fonds d'Action et la Ville de Montréal. On a un partenariat avec La Ruche aussi, qui est en fait une organisation de crowdfunding, donc pour lequel on met à chaque fois $1 investi, $1 de notre poche. Donc, c'est des projets vraiment de tous horizons. On a donc le partenariat avec Synergie Québec dont j'ai parlé tantôt pour la communauté de pratique. Et puis, on a soutenu en fait un projet qui s'appelle Briques Recyc, qui est dans le domaine des matériaux de construction, qui vise à récupérer la brique dans les édifices, la nettoyer pour pouvoir la remettre en circulation. Donc ça, c'est d'ailleurs un exemple phare qui est utilisé beaucoup dans le secteur de la construction, là, comme un modèle d'économie circulaire. Oui. Puis on est aussi partenaire, en terminant, avec la Chambre de commerce.
dans le projet Convergence, où plusieurs partenaires de l'industrie font partie pour justement sensibiliser les entreprises à poser les bons gestes. Donc, on est très actifs dans ces secteurs-là. OK. Donc, est-ce que tu dirais qu'il y a d'autres initiatives aussi applicables aux industries, commerces et institutions en plus de celles que vous mettez en place pour l'économie circulaire? En fait, il y a beaucoup d'accompagnements. Il y a plein d'organisations qui sont en train de discuter entre elles pour être plus efficaces dans l'offre de services aux entreprises, justement. Donc, c'est une belle réflexion qu'on a entamée à la fin du printemps. On va continuer les discussions pour justement fournir des offres d'accompagnement plus structurées et plus efficaces aussi. Donc, à suivre. Oui, puis on va vouloir être partenaire avec vous autres dans ce. Oui, je pense qu'il y a des gens du CPEQ qui sont déjà dans la ronde des discussions là, avec le pôle de concertation en économie circulaire. Ouais. OK. Le rôle de Recyc, puisque là, on a parlé d'économie circulaire, mais le rôle de Recyc Québec dans le dossier de la responsabilité élargie des producteurs par rapport, par exemple, aux produits qui sont visés par ce régime. Tu sais, il y a maintenant 10 produits qui sont visés par le régime. Il y a 9 organismes de gestion reconnus. Peut-être nous expliquer c'est quoi votre rôle exactement dans le dossier de la responsabilité élargie des producteurs. Je ferai le parallèle avec la question que tu me posais tantôt sur notre rôle par rapport aux institutions commerce et industrie, les ICI. Nous, notre rôle, c'est de l'accompagnement. On bénéficie d'une expertise terrain, on bénéficie d'une expertise sur la gestion des matières. C'est ce qu'on apporte aux organismes de gestion qui pilotent les programmes de responsabilité élargie des producteurs. Donc, on a des équipes qui sont dédiées à l'accompagnement à l'année longue des organismes de gestion pour leur donner des bons trucs pour mieux gérer les matières, donner des références de conditionneurs, de recycleurs. On essaye de les aider le mieux possible dans la relation aussi avec le ministère. Donc, comment est-ce qu'on peut porter les messages mutuels des uns des autres pour évidemment amener à une amélioration continue du projet. Donc, c'est vraiment un rôle de facilitateur qu'on a. Et puis, évidemment, Recyc Québec agrée, donc reconnaît les organismes quand ils sont soumis à la réglementation. Donc, chaque année, ces organismes-là doivent nous déposer des rapports annuels qu'on analyse et dont on fait part ensuite au ministre. Donc, ça, c'est vraiment le rôle que nous avons avec les REP. Ouais. Puis peut-être pour le bénéfice des auditeurs et auditrices, ce que je dirais, c'est que les entreprises, sur une base individuelle, lorsqu'elles mettent en marché certains produits qui sont visés par le règlement sur la récupération et la valorisation de produits des entreprises, bien, elles ont l'obligation de mettre en place des points de dépôt, en plus de s'assurer de respecter les seuils de récupération et de valorisation. Il y a toute une série d'obligations à respecter, mais comme ce sont des obligations qui peuvent être lourdes pour une entreprise sur une base individuelle, bien, elles ont la possibilité d'adhérer à un organisme pour chacun des 9 ou 10 produits visés à son organisme de gestion. Et puis, cet organisme assume la gestion collective, finalement, de toutes ces obligations. Donc, c'est comme ça que Recyc Québec joue un rôle important en reconnaissant l'existence et le rôle de ces organismes. On dit des organismes de gestion reconnus par Recyc Québec. Exactement. Puis les programmes individuels, qui sont les programmes privés de récupération, doivent déposer aussi des rapports annuels chez nous. C'est sûr que nous, on recommande toujours plus de fonctionner dans un organisme de gestion plutôt qu'individuellement parce que les coûts, évidemment, sont divisés. Hein, la part de tarte se divise en fonction du nombre de participants, du nombre de producteurs qui sont membres de l'organisme, alors que vous êtes régi par les mêmes obligations si vous êtes une entreprise qui décide de partir tout seul un programme. Donc, évidemment, on peut imaginer que c'est extrêmement lourd quand il faut assurer la collecte de tous les points de retour qui vont être identifiés pour ramasser les produits en question. Donc, effectivement, c'est toujours ce qu'on recommande aux entreprises. À travers le Québec, ça fait lourd. Puis effectivement, il y a quelques entreprises, il n'y en a pas beaucoup, qui ont décidé de mettre en place leur propre programme individuel plutôt que d'adhérer à un organisme qui assure la gestion collective. Puis oui, ou ces entreprises, elles ont les mêmes obligations. Exactement. Ma prochaine question, c'est par rapport à, tu
bon, cette année, hein, la consigne, il y a eu la refonte du régime de la consigne, la collecte sélective, en fait l'année dernière, mais là, c'est la mise en place. Quel est le rôle que Recycle Québec a joué, mais c'est surtout, est-ce que le rôle de Recycle Québec a changé par rapport à ce régime de la consigne et de la collecte sélective? Effectivement, en fait, pour la consigne, c'est un programme qu'on gérait depuis les 30 dernières années, donc c'est vraiment un programme qu'on connaît très bien. Et ce que le gouvernement a décidé, c'est de confier ce projet-là à une responsabilité élargie des producteurs. On vient juste de parler du mécanisme, donc un organisme de gestion qui est désigné. Donc, il y a un organisme et non pas, on n'a pas la possibilité dans ce cas-ci d'avoir des entreprises qui développent elles-mêmes leurs programmes. Elles sont obligées d'aller se rejoindre cet organisme de gestion global. Et donc, cet organisme s'occupe de la logistique, de la collecte, le transport, la campagne de sensibilisation, d'information du grand public et également le financement du système. Et nous, notre rôle, c'est de transmettre en fait notre connaissance à cet organisme-là dans un premier temps. Donc, ce qui est déjà fait, on est très impliqué dans toutes les discussions des parties prenantes, les détaillants qui vont avoir un certain nombre de points de retour, l'association qui est donc l'organisme de gestion qui s'appelle l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons, qui va ouvrir un certain nombre de centres de retour. On a pu en voir fleurir quelques-uns au cours des dernières semaines. Donc, nous, on est un petit peu l'agent de liaison, l'agent, encore une fois, de facilitateur, en fait, dans les différents échanges des parties prenantes. C'est un gros dossier, c'est une grosse révolution au Québec au niveau structurel parce qu'on doit établir, en fait, des points de retour partout sur le territoire. Donc, c'est vraiment énorme, mais on avance bien. Et je pense que les gens vont être ravis de pouvoir ramener leurs contenants dans des endroits très conviviaux et qui vont complètement les emmener ailleurs quand on parle de récupération de contenants consignés, c'est sûr. Donc, pour la consigne, c'est l'association en question, puis pour la collecte sélective, c'est Éco-entreprise Québec. Exactement, Éco-entreprise Québec qui était déjà en fait impliquée dans la collecte sélective puisque c'est l'organisme qui représente toutes les entreprises qui mettent en marché les contenants recyclables. Donc, pour les contenants emballage, en fait, c'est Éco-entreprise Québec qui s'occupait du système. Et pour tout ce qui est imprimé, on avait l'organisme Recycle Média qui s'occupait de ça. Maintenant, tout va être donc recoupé chez Éco-entreprise. Elle a le même rôle que l'association dont on parlait tantôt, donc planification, logistique, financement, information. Et puis, un transfert donc de la gestion de la collecte, du transport, du tri et du conditionnement qui était géré par les municipalités auparavant vers les producteurs. Donc, le producteur va être responsable de la gestion du système en ayant quand même encore un peu de service qui va être développé, déployé par les municipalités qui sont les gouvernements de proximité qui vont donc s'occuper de la collecte et du transport encore dans le nouveau régime. Merci. Notre rôle est encore le même. Donc là encore, on agit comme agent de facilitateur. Comment est-ce qu'on peut les aider? Comment est-ce qu'on peut faciliter les discussions avec les municipalités? Beaucoup aussi de compréhension des nouveaux systèmes parce que les modernisations qu'on a entreprises sont énormes. Donc, on a dû faire beaucoup d'informations, de sensibilisation des parties prenantes pour qu'elles se mettent en fait au courant de ce qui les attend pour pouvoir bien faire atterrir les deux projets. Bien. Est-ce que c'est possible de savoir les montants que Recycle Québec a donnés au cours des dernières années en aide financière aux industries, commerces et institutions? Puis, si oui, quels sont les programmes d'aide qu'on donne ou qu'on met à la disposition des industries, commerces et institutions qui sont les plus les plus populaires, oui. Effectivement, non, il n'y a pas de secret. Écoute, je te dirais que depuis les dernières années, on a investi dans plus de 500 projets. On avait fait en fait 125 millions dans les dernières années à différents types d'organisations. Pendant la COVID, on a eu un petit ralentissement parce qu'effectivement, évidemment, il y a eu un ralentissement dans les projets. Donc, évidemment, on a un petit peu vécu dans cette situation aussi. Mais pour
$1 que nous, on investit, c'est 4,5 $ qui sont investis dans le secteur de la gestion des matières résiduelles au Québec. Donc, c'est quand même important comme levier. En fait, les programmes les plus populaires, ça va être vraiment un programme qui s'appelle Technologie et marché. Donc, il vise à soutenir le développement, l'innovation dans les organisations. Donc, c'est souvent des équipements qu'on va financer pour améliorer la gestion des matières ou le tri des matières, par exemple dans les centres de tri ou dans les organisations, les grandes entreprises manufacturières. On a aussi, ce qui était populaire, c'est la réduction des plastiques à usage unique. Donc, on a en fait subventionné, ou pas subventionné, mais on a aidé financièrement des entreprises qui développent des alternatives au plastique à usage unique. Et évidemment aussi, beaucoup d'aide pour aider à la gestion de la matière organique dans les entreprises. Donc ça, je dirais que c'est les 4-5 programmes qui ont eu le plus de succès au cours des dernières années. Ça me fait penser que si le ministre dépose sa stratégie sur la gestion responsable du plastique là, cet automne, on l'attend, peut-être que vous autres, ça va vous donner l'occasion de repartir des appels à projets, peut-être pour les dossiers du plastique, là, à voir. On espère. Mais on sait que c'est effectivement un sujet qui est d'actualité, donc on veut continuer aussi à être présent pour aider les organisations là, à trouver des alternatives en fonction de ce que va nous dicter la stratégie. J'ai pu comprendre que votre plan stratégique, Emmanuelle, se termine en 2025. Quels sont vos objectifs d'ici à ce que cet échéancier arrive? En fait, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. Je parlais des matériaux de construction, rénovation, démolition. Ça, c'est vraiment un sujet ou des matières qui sont très problématiques, donc sur lesquelles on veut travailler avec beaucoup plus d'acharnement. Dans la stratégie gouvernementale, on avait comme objectif de réduire ou de valoriser en fait 70% de tout ce qui était mis en marché de ces matières-là, de construction, rénovation, démolition. Il faut savoir qu'on a 5000 tonnes de déchets CRD qui vont à l'enfouissement chaque année. De tout ce qui est produit, en fait, il y en a juste peut-être la moitié, 47% qui sortent des centres de tri spécialisés CRD, qui vont en valorisation, oui, et en conditionnement. Donc, c'est la moitié, c'est très peu. Donc, on a énormément de travail à faire. Alors, par rapport à ça, l'année dernière, on avait convoqué un comité d'experts, on a développé un plan de match, donc qui vise à aller chercher davantage de données parce que c'est un marché qui est quand même relativement peu avancé. Donc, au niveau de la desserte territoriale, c'est très inégal d'une région à l'autre. Donc, on a besoin d'aller chercher beaucoup de données là-dessus. On veut évidemment agir en amont. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler avec les donneurs d'ordre, les municipalités, pour peut-être exiger des clauses dans des permis qui vont permettre de mieux gérer les matières plutôt que les envoyer à l'enfouissement. Et puis, développer des outils aussi. Comment est-ce qu'on va outiller les entreprises qui vont vouloir mieux gérer les matières, donc avec des cas pratiques. On a beaucoup d'entreprises, je pense à la région de l'Estrie, qui développent vraiment une expertise très poussée pour la saine gestion des matières sur les chantiers. Donc, c'est toutes des expertises dont on va profiter. Puis, je veux défaire un mythe en même temps, c'est que en général, une saine gestion des matières sur les chantiers de construction, ça équivaut à moins de 2% du montant total du projet. Alors, c'est sûr que on veut un peu démystifier le fait que, ben oui, mais si je me mets à gérer les matières sur un chantier, ça va me coûter hors de prix, ce sera infaisable. Force est de constater qu'avec les projets pilotes qu'on a vus au cours des derniers mois, finalement, les chiffres sont très minimes par rapport à l'ensemble d'un coût d'un projet. Donc c'est un peu ça. Le premier, c'est ça, CRD. Puis le deuxième, on en parlait aussi tantôt, c'est l'économie circulaire. Donc, là encore, nous, on s'est fixé dans notre plan stratégique un objectif d'atteindre un 5% de taux de circularité au Québec, alors qu'on est actuellement à 3,5%. Donc, on est très peu. 1,5, puis c'est sur l'ensemble du Québec, donc c'est vraiment un gros mandat. Le gouvernement, en fait, est aligné aussi, puisque le gouvernement a sorti très récemment sa feuille de route en économie circulaire et il s'est également
basé sur un objectif de 5% de taux de circularité. Donc, on travaille, on met en place des initiatives pour développer, en fait, pour faire progresser l'économie circulaire au Québec. Donc, ça va être ça nos deux fers de lance pour les prochains mois. Donc, de beaux défis pour les prochains mois pour intégrer. Effectivement. Le gouvernement est censé adopter en 2025 un règlement qui visera la gestion des matières organiques par les entreprises. Donc, je comprends que Recyc Québec a fait réaliser une étude à ce sujet. Est-ce possible de nous parler des résultats de cette étude qui ne sont pas confidentiels? Je crois que tout a été rendu public. Oui, effectivement. En fait, ça a été publié quelque part au mois de mai, donc c'est quand même assez récent. Donc, c'est une étude qui voulait encore fournir des données sur la réalité du terrain. Parce qu'effectivement, le gouvernement, dans sa stratégie de valorisation de la matière organique, avait prévu d'appliquer un règlement pour la collecte chez les industries, commerces et institutions. Donc, cette étude va permettre d'alimenter le ministère sur les réalités territoriales. Donc, ça, c'est un premier volet, de faire un petit peu un recensement, en fait, de ce qui se fait sur le territoire, un portrait par région, des quantités par secteur. Donc, c'est le premier volet de l'étude, donc qui est documenté dans ce que vous pouvez trouver sur notre site Internet. Le deuxième, c'est un portrait de l'offre, le deuxième volet de l'étude. Donc, qu'est-ce qui existe sur le territoire? Là encore, je parlais tantôt d'inégalité entre régions. C'est un petit peu parfois ce qu'on constate, même en matière de gestion de matière organique, de collecte, tout ça. Donc, l'étude a fait un recensement, là encore, des offres de services disponibles. Et en fait, ensuite, on a regardé les approches qui pouvaient être appliquées en termes réglementaires. Je pense que c'était aussi traité dans le premier volet d'ailleurs de l'étude, un benchmarking qui s'est fait en Colombie-Britannique, je crois, en Écosse et en Californie, où on a regardé quelles étaient les réglementations pour bien encadrer, bien soutenir les entreprises dans la collecte de la matière organique. Donc, c'est un petit peu ce que l'étude dévoile. Et puis, le troisième volet, donc, c'est vraiment de regarder, de faire une analyse des coûts et de voir, de mettre en perspective, est-ce que je suis plus avantagée de collecter ma matière organique ou de l'envoyer à l'enfouissement? Donc, finalement, c'est un petit peu ça qu'on va pouvoir découvrir en lisant l'étude. OK, parfait. Donc, on va devoir la lire parce que c'est un règlement qui touchera nos entreprises, bien qu'on veuille probablement débuter par les entreprises de la restauration, il reste que les industries aussi là, qui disposent de cafétérias vont éventuellement être touchées là, par ce règlement. Mais en fait, c'est tous ceux qui génèrent de la matière organique. Donc, c'est sûr que ce que dit l'étude, c'est qu'elle démontre que dans les réglementations qui ont été mises en place, c'est plus souvent les grands générateurs qui sont ciblés en premier dans l'application d'un règlement. Puis, dans une deuxième phase, on va cibler les entreprises de moindre envergure. Okay. Donc, à voir si le ministère va suivre ça ou va adapter selon son propre expertise. Là, c'est possible aussi. J'ai une autre question, je dirais la dernière des questions avant que nous passions aux questions plus ludiques. C'est quoi le rôle que jouera Recyc Québec dans la filière des batteries en fin de vie? Si rôle elle est appelée à exercer? Ben, en fait, je voulais peut-être élargir parce que tantôt on parlait des fonctions qu'on peut avoir qui sont connexes aux matières résiduelles classiques. Donc, il y a des nouveaux secteurs sur lesquels on se penche, comme par exemple tous les marchés en émergence, la transition énergétique. En 2022, on a fait une étude sur les matières évidemment recyclables, des marchés émergents. Donc, dans l'étude, on a ciblé les batteries de véhicules électriques, on a ciblé les pales d'éoliennes, on a ciblé les panneaux solaires, on a identifié les quantités qui allaient arriver sur le marché lorsque ces produits-là allaient arriver en fin de vie. Donc, évidemment, les batteries, donc, en viennent tranquillement en fin de vie pour les premières qui ont été mises en marché. C'est à peu près une quinzaine d'années, la durée de vie d'une batterie. Et puis, les éoliennes aussi, qui vont arriver en grande quantité, puisqu'elles, c'est une durée de vie de 20-25 ans. Les premières éoliennes, évidemment, c'était au début des années 2000. Donc,
on travaille, nous, en fonction des résultats de cette étude-là, on a approché différentes organisations comme Ecotech pour les sensibiliser les manufacturiers de ces technologies-là à produire de nouveaux équipements considérant la fin de vie de leur matière, mais aussi peut-être la capacité de récupérer tous ces produits qui vont être en fin de vie et puis qui vont générer un certain nombre de métaux. Donc, ça, c'est pour vraiment les marchés émergents, mais pour les batteries de véhicules électriques, c'est un sujet, quand je suis arrivée en poste l'année dernière, qui m'interpellait beaucoup parce qu'effectivement, ça va être une quantité non négociable de matière qui va se retrouver sur le marché en fin de vie. Puis, c'est aussi un élément de la stratégie de valorisation des minerais critiques stratégiques du gouvernement qui prévoit le recyclage des matériaux et notamment des batteries de véhicules électriques. Donc, on a regardé qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place. On a fait une proposition au ministère. Le ministère a déployé un comité tactique. Et puis, on a deux options. Il y avait la nôtre, il y avait ce qui est un registre, un peu comme ce qu'on voit avec la SAQ quand on déclare son véhicule, on enregistre son véhicule, on enregistrerait sa batterie, en fait, pour mieux la tracer. Et l'autre volet, ce serait une responsabilité élargie des producteurs. Donc là, pour l'instant, le ministère regarde les solutions. Je ne pense pas que la nôtre serait choisie. Je ne sais pas encore quel rôle on pourra avoir dans ce nouveau projet, mais c'est sûr qu'on est sur les starting blocks. Donc, à suivre ce dossier-là important. Exactement. Des batteries, on en aura de plus en plus. Exactement. Si je passe, Emmanuel, aux questions plus ludiques, qui sont inspirées d'un questionnaire que Bernard Pivot faisait passer à ses invités, hein, dans le cadre de ces entrevues livresques. La première question qu'on pose toujours à nos invités, c'est quel est le mot que vous préférez? Donc, quel est le mot que tu préfères le plus dans le vocabulaire du développement durable? Bien, en fait, je te dirais que c'est probablement, c'est pas un mot, c'est 3 mots, c'est protection. Je pense que pardon, j'ai pas compris, tu as dit c'est… 3 mots. Oui. Protection des ressources. OK, parfait. Protection des ressources, donc pourquoi? Parce que c'est sûr qu'on le sait, notre planète produit des ressources qui sont finies, qui ont une certaine finitude. Donc, si on n'est pas vigilant, on va arriver avec à fournir à nos enfants une terre qui sera plus exploitable finalement. Donc, pour moi, ça me semble très important comme terme, effectivement. C'est un beau terme, en effet. Une belle expression, on pourrait dire. Oui. Quelle est la personne que tu admires le plus dans le domaine du développement durable? Ben, en fait, c'est une femme, puis c'est quelqu'un qui fait preuve d'innovation, elle a fait preuve de courage aussi, c'est Andrée-Lise Méthode. Je pense qu'elle a bâti avec les années un fonds de capital de risque très important qui permet de financer des innovations incroyables en gestion des gaz à effet de serre, mais pour limiter les gaz à effet de serre. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est très inspirant pour moi, définitivement. Bien. Sur une échelle de 1 à 10, où crois-tu que le Québec en est en termes de développement durable? Bon, je ne sais pas, mais je ne mettrai pas d'échelle de 1 à 10 parce que chacun peut juger différemment les niveaux, là, mais moi, je pense qu'on est bon dans les concepts au Québec. Donc, c'est sûr qu'on part, puis là encore, on est dans un concept d'économie circulaire. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin de plus se mettre dans des projets concrets plutôt que dans des concepts? Donc, moi, je trouve que on est bon dans les concepts, mais on devrait être meilleur dans l'action. Tu sais, il y a beaucoup de plusieurs sondages, en fait, qui ont montré que les entreprises n'étaient pas si embarquées dans des actions concrètes en développement durable, surtout les moyennes, les petites entreprises. Donc, je pense qu'on devrait se mettre à l'ouvrage. Donc, c'était un petit peu mes commentaires. Donc, je suis un peu mitigée de tes 1 à 10. Là, mais… C'est très bien parce que ce que j'entends, c'est qu'il faut continuer à travailler et à venir accompagner d'autres secteurs. Là, exactement. Puis surtout donner des outils. Parce que je pense que c'est ça dont les entreprises ont besoin, des outils, du financement. Donc, c'est exactement ce qu'on fait en plus chez nous. Puis ma prochaine question, c'est sur la plus grande fierté, selon toi, du Québec en développement durable. Je pense que c'est le courage des entrepreneurs qui remettent en question, en fait, les modèles d'affaires
qui ont développé avec les années pour s'engager dans une nouvelle façon de faire des affaires. Donc, pour moi, je pense que c'est vraiment une fierté d'être capable au Québec de lâcher le développement traditionnel puis d'avoir cette curiosité de se lancer vers quelque chose de plus porteur, définitivement. Mais je m'excuse parce que je voudrais peut-être faire un petit écart par rapport à tes questions marrantes. Vas-y, je t'en prie, vas-y. Parce que tantôt, on parlait de développement durable, on parlait d'accompagnement, puis je n'ai pas mentionné le fait que chez nous, on a un programme qui reconnaît les efforts des entreprises, s'appelle Ici, on recycle, qui, en fait, est une attestation que les organisations peuvent obtenir chez nous. C'est un questionnaire qu'on leur soumet, puis elles doivent démontrer les réalisations qu'elles font pour avoir cette attestation-là, qui peut être une belle fierté pour les organisations, les équipes, de reconnaissance en fait des efforts accomplis. Donc ici on recycle, c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour les entreprises. Oui, c'est une bonne idée de revenir parce que c'est une certification qui est bien appréciée par les entreprises. Exactement, exactement. Puis nous terminons toujours avec une question qui fait toujours rire et sourire nos invités. C'est quelle est la plante, l'animal ou l'arbre dans lequel tu souhaiterais te réincarner si la réincarnation existait? Bon, alors, écoute, je vais donner le nom chinois, puis après, je vais donner le nom commun. OK. Donc, c'est un tardigrade. Alors, un tardigrade, ça a la capacité de s'adapter à de grands changements. Oh! Et en fait, c'est un ourson d'eau, donc un nom plus commun. Et je pense que, est-ce que c'est là que j'aimerais me réincarner? Peut-être, quoique j'ai déjà une bonne capacité d'adaptation. Mais je pense qu'on aurait tous à apprendre de cet animal peu connu. C'est intéressant, ça pourrait devenir l'emblème de la stratégie d'adaptation du gouvernement. Ah oui, pourquoi pas? Je peux toujours le suggérer. J'apprends un nouveau mot, je ne connaissais pas cet animal. Merci beaucoup, Emmanuelle. Bienvenue. Je veux dire merci beaucoup pour cette entrevue inspirante. Puis, n'hésite pas, les industries, commerces et institutions sont toujours prêts à collaborer avec Recycle pour s'améliorer. Donc, ce sera un plaisir de collaborer, que ce soit dans le cadre du nouveau plan stratégique ou de toutes les autres initiatives qui vont continuer à se déployer. Mais je les invite également à ne pas hésiter à nous contacter aussi. On a vraiment un service à la clientèle qui est bien établi, bien développé pour aider justement les entreprises qui se posent plein de questions. Donc, il ne faut pas hésiter non plus à nous contacter. Merci beaucoup d'avoir accepté de tourner ce balado avec moi aujourd'hui. Merci Hélène, à bientôt. À bientôt, Emmanuelle.